deuxième capsule du cours de planification au traitement thermique du 4 novembre. Nous avions consacré la première capsule de cette journée au traitement thermique des aluminiums. C'était dans le but de nous préparer pour le dernier laboratoire. Maintenant, dans le cadre de cette deuxième capsule, je reviens avec la trempe des aciers. Il reste encore des choses à dire au niveau de la trempe des aciers. Je n'avais pas encore terminé à ce niveau-là. Donc, euh, ce qu'il reste peut-être à dire au niveau des trempes des aciers, ce que vous voyez ici comme courbe, c'est l'évolution de la température d'une pièce en acier lors d'une trempe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la température de l'acier est très élevée. Donc, en général, là, c'est autour de entre 850 et 950 degrés C. En général, il y a des aciers pour lesquels la mise en solution requiert des températures plus basses, d'autres plus élevées. Il y a même des aciers qui requièrent des mises en solution aux alentours de 1200 à 1250 degrés C. Certains aciers dont il faut assurer la solution d'une bonne partie des carbures. Certains carbures sont extrêmement stables et qui requièrent des températures plus élevées pour être dissous. Euh, N'en demeure pas moins que lorsqu'une pièce d'une telle température entre en contact instantanément avec de l'eau liquide à température ambiante, on s'imagine très bien que l'eau va réagir fortement au contact de cette température, de cet objet qui rentre en contact avec elle lors de la trempe. Donc, de manière instantanée, ce qui va se passer, c'est que la couche d'eau qui est en contact avec le métal va immédiatement passer en phase vapeur. Donc, dans les premières secondes de la trempe, il va donc se former un film de vapeur d'eau tout autour de la pièce. Euh, sur la courbe, ça correspond à la phase de qualifaction. Donc, les premières secondes d'immersion euh, correspondent à la phase de qualifaction qui est relative à la vaporisation de l'eau autour de la pièce. Donc, pendant ces secondes-là, la pièce en acier va être entourée d'un gaz. Et les gaz, de manière générale, au niveau de leur capacité à extraire la chaleur, sont beaucoup moins efficaces que les liquides. La vapeur d'eau est moins conductrice de chaleur, et de par sa température et de par sa nature gazeuse, elle a un pouvoir d'extraction de chaleur beaucoup moins efficace que l'eau liquide. De sorte que ça va contribuer à ralentir un petit peu la vitesse de refroidissement. Ensuite, vous avez la phase d'ébullition qui est accompagnée, ou elle aussi, mais de manière moins intense, la vaporisation de l'eau autour de la pièce. Et puis, au bout d'un certain temps, lorsque la pièce baisse en température, à partir d'environ 230 degrés C environ, ben, vous avez la phase de convection. Donc, l'eau à cette température de la pièce est beaucoup moins portée à s'évaporer. Par contre, on sait que l'eau chaude est plus légère que l'eau froide, donc il va y avoir un mouvement d'eau. Si la pièce est au fond du bassin de trempe, ben, on va générer, par différence de température dans le bassin d'eau, un phénomène de convection qui va jouer un certain rôle dans la vitesse de refroidissement de la pièce. Ce qui est important de retenir de ça, c'est que si on veut maximiser la trempe et offrir une vitesse de refroidissement maximum, on sait que pour certains aciers dont la trempabilité elle est moyenne ou faible et pour lesquels on veut maximiser la dureté, il faut créer des vitesses de refroidissement les plus élevées possibles pour conserver un maximum de sténite pour la formation de martensite qui s'effectue à plus basse température, éviter la formation des phases d'équilibre ferrite-perlite, donc on doit passer en avant du nez de la courbe, et pour nous aider à faire en sorte que le refroidissement soit suffisamment rapide,
Dans certaines situations, il est requis de soit agiter la pièce lors des premières secondes, comme nous l'avions fait lors du premier laboratoire. Donc, je vous avais demandé, lorsque vous avez trempé vos pions, de créer un mouvement dans les premières secondes, donc des mouvements en 8, là, de manière à briser continuellement la couche de vapeur et amener de l'eau liquide à la surface de la pièce de manière à durcir le plus possible la pièce lors de la trempe. Donc, on peut faire des mouvements de la pièce, mais lorsque les pièces sont trop grosses, bien, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va assurer une agitation avec un agitateur dans un bain de trempe pour tenter de briser ce film de vapeur-là, de manière à amener de l'eau fraîche sur la pièce et d'éviter de réduire le temps des phases d'ébullition et de qualification. Ce que je vous montre ici, c'est une courbe. Désolé, elle a disparu, parfait. Donc, ce que je vous montre ici, ce sont des courbes qui montrent l'influence des principaux paramètres lors d'une trempe. Ce sont des courbes de refroidissement. On voit bien l'évolution de la température, baisse de température en fonction du temps. Et chaque courbe que vous voyez correspond à des paramètres de trempe différents. Comme par exemple, la courbe la plus rapide que vous êtes en mesure de voir complètement à gauche, celle qui correspond à une vitesse de refroidissement la plus élevée parmi les courbes qui sont présentées ici, correspond à un milieu de trempe constitué d'une eau fortement salée à 10%, ce qu'on appelle une saumure. Donc, une saumure à 10%, c'est une eau contenant, en général, on utilise du chlorure de sodium, donc contenant 10% de chlorure de sodium. Ici, la température est là de 24 degrés C. L'eau salée a un meilleur, sa capacité thermique, elle est augmentée, qui fait en sorte qu'elle devient un meilleur, elle possède un meilleur pouvoir d'extraction de chaleur que l'eau pure. L'eau pure, justement, à 24 degrés C, donc pour une même température, va être un peu moins efficace en termes d'extraction de chaleur et donc va produire un refroidissement plus faible que la saumure. Donc, c'est la deuxième courbe que vous voyez, là, qui possède la vitesse de refroidissement la plus faible, la plus élevée, c'est-à-dire. Ensuite, vous avez une courbe qui correspond à une huile, donc à 52 degrés C, un certain type d'huile, il y en a plusieurs sortes, là, la Golf, à 52 degrés C qui produit une certaine vitesse de refroidissement, un peu bien entendu, plus faible qu'avec l'eau, ou même plus que la saumure. Euh, Vous avez du sel fondu à 400 degrés C. Là, la courbe correspond au pointillé correspondant à la légende, là, une courbe de pointillé plus épais. Vous avez la courbe qui est intermédiaire avec des vitesses de refroidissement qui sont quand même relativement lents. De l'huile de trempe ordinaire à 52 qui est la vitesse, correspond à la vitesse de trempe, l'une des vitesses de trempe les plus lentes. Et puis finalement, vous avez la courbe tout à fait en haut, un refroidissement très très lent qui correspond à de l'air calme à 28 degrés C. Donc c'est tout simplement pour montrer qu'on peut faire varier les vitesses de refroidissement en changeant les conditions de trempe, en changeant le milieu de trempe. Ce que vous voyez maintenant ici, c'est deux courbes de refroidissement qui montrent l'influence de l'utilisation d'agitation lors d'une trempe. Donc, ce sont deux courbes qui correspondent aux mêmes conditions, aux mêmes températures et au même milieu de trempe. Donc, dans les deux cas, ce sont des courbes qui correspondent à la trempe utilisée pour produire ces deux courbes-là sont, dans les deux cas, de l'huile à une température de 52 degrés C. Mais dans un cas, on a fait une trempe avec agitation, ce qui a donné la courbe en pointillé. Et dans l'autre cas, on a fait une trempe sans agitation. Et on voit bien l'influence sur la vitesse de refroidissement, elle est quand même assez importante. euh, L'influence de l'agitation sur les conditions de trempe, sur la vitesse de refroidissement. Vous voyez ici maintenant trois autres courbes, trois courbes de refroidissement, encore une fois.
mais cette fois-ci pour montrer l'influence de la taille des pièces. J'ai déjà expliqué que la vitesse de refroidissement pour des mêmes conditions de trempe varie à l'intérieur d'une même pièce. On sait que le refroidissement il est plus rapide en surface, on l'avait déjà montré à travers d'autres courbes dans des cours précédents, plus rapide en surface et plus lente au cœur. Aussi, les pièces plus grosses au centre refroidissent plus lentement pour les mêmes conditions de trempe, bien entendu, que des pièces de taille plus petite en leur centre. Donc, parce que c'est clair qu'une pièce plus grosse contient plus d'énergie thermique qu'une pièce plus petite, donc c'est plus long à extraire la chaleur à partir du centre d'une pièce massive que d'une pièce qui est mince. On le voit très bien à travers ces trois courbes ici. Vous avez la courbe du milieu, la courbe pleine, qui correspond à un échantillon en acier, une tige, de 1 demi-pouce de diamètre. Ce que vous voyez ici, c'est la courbe de refroidissement au centre d'une tige de 1 demi-pouce de diamètre. Et la courbe qui est à gauche, en pointillé, correspond à un refroidissement plus rapide que la première. Ben, c'est la vitesse de refroidissement que l'on obtient pour une pièce plus petite, soit un quart de pouce de diamètre. Donc, refroidissement au centre toujours. Et de l'autre côté, la courbe la plus lente, qui est à droite, correspond à une vitesse de refroidissement au centre d'une tige de 3 quarts de pouce de diamètre. Donc, on voit très bien là qu'il y a une forte influence de la taille des pièces. Et je fais ressortir l'importance de l'utilisation d'acier allié pour augmenter la trempabilité de l'acier au fur et à mesure que les pièces à tremper sont de plus en plus grosses. Et ça entraîne des coûts importants. C'est un des principaux facteurs qu'il faut retenir du cours. C'est que lorsqu'on veut avoir des résistances mécaniques élevées de la part de pièces massives, il est de plus en plus nécessaire d'utiliser des aciers contenant suffisamment d'éléments d'alliage, en l'occurrence le chrome, le nickel, le molybdène, pour faire en sorte de tremper le centre de ces aciers-là, considérant que les vitesses de refroidissement au centre de pièces massives sont lentes, et si on veut euh, réussir à faire apparaître la martensite au centre des pièces massives, ben, le seul choix possible, la seule possibilité, la seule manière d'y arriver, c'est d'ajouter suffisamment d'éléments d'alliage pour faire en sorte que l'austénite instable puisse demeurer le plus longtemps possible jusqu'à la température du MS. Donc, autrement dit, ça revient à dire de tasser vers la droite le plus loin possible dans le temps, dans les diagrammes TRI et TRC, de repousser le nez des courbes TRC-TRI, c'est ce que ça donne lorsqu'on ajoute des éléments d'alliage. Donc, si on veut réussir à tremper, donc vous voyez là, la courbe la plus lente, là, on peut s'imaginer qu'elle pourrait passer à travers le nez de la courbe d'un acier quelconque et qu'on n'obtiendrait pas une structure trempée au centre. Donc, la seule façon de s'en assurer, ben, c'est de dépenser davantage d'argent parce qu'on sait que certains éléments d'alliage, en l'occurrence le molybdène et le nickel, ils sont assez dispendieux sur le marché, donc ça, euh, ça fait en sorte que les aciers sont plus dispendieux à acheter. Donc les aciers sont plus chers non seulement parce qu'elles sont plus massives, mais ils deviennent plus chers aussi par la présence d'éléments d'alliage que nécessite la trempe euh, au centre des pièces massives. Donc, ce que vous voyez ici, c'est justement ce que je voulais vous expliquer. Tout à l'heure, j'aurais peut-être dû utiliser cette image-là pour faire ma dernière intervention précédente. On voit très bien que quand les refroidissements sont plus lents, ben, on génère de plus en plus de phases d'équilibre, la ferrite en l'occurrence, qui est très molle, et donc on n'est pas capable d'aller chercher des duretés, de la résistance mécanique lorsque les refroidissements sont lents. Ça avait déjà été expliqué auparavant. Donc, cette courbe-là veut mettre en évidence justement ce que je vous expliquais tout à l'heure. On voit bien que plus les pièces sont massives, plus le refroidissement au centre de ces pièces-là, donc on parle ici de tiges circulaires,
dont vous voyez les diamètres. Chaque courbe de refroidissement correspond à des diamètres de tige et ces courbes-là correspondent à des refroidissements au centre de ces tiges-là de différents diamètres. Donc, on voit très bien ici que quand les pièces sont massives pour des mêmes conditions de trempe, euh, on voit très bien qu'on n'arrive pas à tremper. Euh, dans le cas ici, là, dans l'acier 1045, par exemple, là, ben, si une pièce de 5 pouces de diamètre d'un acier 1045, trempée euh, à l'eau, parce que habituellement on trempe les aciers ordinaires au carbone à l'eau, ben, vous voyez très bien qu'au centre, on ne trempe pas du tout. On passe là complètement à travers le nez. Donc, on fait apparaître les phases d'équilibre, c'est-à-dire la ferrite primaire, la perlite. Donc, on a de la perlite grossière et de la ferrite avec une dureté relativement faible, c'est-à-dire 24 Rockwell-C. Mais plus vous considérez des tiges de plus faible volume, de plus faible diamètre, à un moment donné, on s'aperçoit, mettons, pour une tige de 3 pouces, ben, on réussit probablement, là, parce qu'on voit que la courbe elle traverse, donc on forme la ferrite primaire, mais on ne traverse pas au complet la zone de transformation perlitique, la ferrite plus cémentite. Donc, on pourrait s'imaginer qu'il se formerait de la bénite pour une tige au centre d'une tige de 3 pouces. Puis, lorsqu'on considère des tiges de diamètre plus faible, donc 2 pouces par exemple, on voit bien qu'on fait de moins en moins de phases d'équilibre. Donc, on pourrait réussir à faire de la martensite avec une tige de 2 pouces au centre. Donc, effectivement, on aurait un mélange de martensite, perlite, ferrite parce qu'on voit que la courbe ne traverse pas la fin des lignes de transformation à l'intérieur du nez. Et on s'aperçoit que à partir de 1 pouce de diamètre, ben, on évite tout juste le nez de la courbe. Donc, on préserve l'austenite instable jusqu'au MS. Et là, on obtient une dureté de 58 Rockwell-C. On obtient, à toute fin pratique, presque 100% martensite. Et ce on réussit à obtenir aussi pour un diamètre plus faible encore, soit de 1 demi-pouce. Donc, on voit ici très bien l'influence de la massivité des pièces sur les duretés obtenues au centre. Donc, c'est quelque chose qui est important à retenir du cours de planification de traitement thermique. C'est extrêmement important pour vous de vous rappeler que la grosseur des pièces va déterminer le choix de l'alliage pour aller maximiser la dureté tout jusqu'au cœur de la pièce. Plus les pièces sont massives, plus il est nécessaire de recourir à des aciers alliés de manière à réussir la trempe au centre. Donc, autrement dit, on met des éléments d'alliage. Imaginez que le nez de la courbe est donc déplacé vers la droite, de sorte que même pour des refroidissements plus lents, on puisse réussir à éviter le nez de la courbe et donc la formation de phase d'équilibre pour préserver le SNIT instable en vue de la formation de martensite. Petit changement de thème ici. Je vous ai déjà parlé de l'austenite résiduelle. Dans la littérature, on peut utiliser le mot retenu. Donc, austenite retenue, austenite résiduelle, ça veut dire la même chose. J'ai déjà mentionné dans le cours que lorsqu'on fait une trempe, euh, donc imaginez, là, si je reviens avec l'image précédente, là, imaginez une tige d'un demi-pouce que l'on trempe, un 10-45 que l'on trempe à l'eau. Donc, on voit qu'ici, que la trempe, on pourrait penser qu'on fait que de la martensite parce qu'on évite complètement le nez de la courbe. Mais en réalité, lors d'une trempe conventionnelle, c'est pas possible de former 100% de martensite pour un seul cycle de refroidissement, c'est-à-dire lors d'une trempe conventionnelle. Il y a toujours une partie de l'austenite de départ qui ne se transformera pas tout de suite après la trempe, ni en martensite, ni en phase d'équilibre. Donc, il va rester ce qu'on appelle de l'austenite résiduelle dans l'acier trempé. Mais cette austenite-là, elle demeure instable. Donc ça, c'est important à considérer. C'est-à-dire que éventuellement, avec le temps, parce que là, après la trempe, la pièce est à la température ambiante. Donc, à température ambiante, les transformations ne sont pas faciles à faire de l'acier parce que
le carbone a besoin de diffuser dans la matrice pour les transformations d'équilibre. Donc, il y a toujours présence de grains d'austenite non transformés au terme du refroidissement jusqu'à l'ambiance. Et le problème avec l'austenite résiduelle, euh, bon, le problème, je vais en parler un petit peu plus tard, là, il y a d'autres choses à dire avant concernant l'austenite résiduelle. Donc, la quantité d'austenite résiduelle est fonction de la différence entre la température MS et la température MF. Donc, je vous rappelle, là, le MS, M, c'est pour martensite. On sait que la martensite, là, lors d'une trempe, là, elle commence à apparaître à une certaine température lors du refroidissement, donc ce qu'on appelle le MS. Et cette transformation-là se termine lorsque la température atteint une température plus basse, qu'on appelle le MF. Ici, il y a une petite parenthèse en bas, là. L'analyse par diffraction X permet de déterminer la fraction du volume en austenite résiduelle. Il est possible en métallurgie par une technique qui s'appelle justement la diffraction X, donc d'aller chercher le pourcentage des grains qui sont de l'austenite par rapport à ce qui est en martensite. Vous voyez ici, à partir du moment pendant un refroidissement, pendant une trempe, euh, vous voyez ici l'évolution du pourcentage de martensite en fonction de la température. Donc, vous avez en haut la température du MS et vous avez en bas la température du MF. Donc, lors du refroidissement, aussitôt que l'acier atteint la température MS, donc, et au fur et à mesure que l'acier descend en température, ben, la composition martensite va évoluer. Bien sûr, la martensite va apparaître progressivement jusqu'à la température MF, où là, en théorie, on pourrait atteindre 100% martensite. Mais ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, il va rester de l'austenite résiduelle. L'augmentation du pourcentage de carbone provoque une augmentation de la distance entre le MS et le MF. Ça, c'est un facteur important à considérer. On sait que le pourcentage de carbone dans l'austenite fait, plus il est élevé, ça je l'avais déjà mentionné dans un cours précédent, plus le sténite contient de carbone, donc plus l'acier contient de carbone, plus la température de début de transformation martensite est basse. Et plus la température de fin de transformation martensite est basse aussi. Mais avec le carbone, la température de fin de transformation baisse davantage que la température de début de transformation. Vous voyez ici l'évolution des températures de début en fonction du taux de carbone dans le sténite. Ben, ça baisse plus pour le MF que pour le MS. Donc, l'écart de température entre MS et MF augmente avec le taux de carbone. Et c'est l'écart de température entre MS et MF qui contribue le plus pour la quantité d'austenite résiduelle formée. Pourquoi? Parce que le MF, plus il est bas, plus il est difficile d'aller compléter la transformation martensitique. Ça revient donc à dire que plus l'acier contient de carbone, plus on s'attend à avoir d'austenite résiduelle lors d'une trempe. Plus la pourcentage des phases de l'acier après la trempe euh, correspondant à de l'austenite résiduelle va être important. Donc, tantôt, j'avais commencé à parler du problème relié à la présence d'austenite résiduelle. L'austenite résiduelle dans l'acier trempé est indésirable. Donc, on vient de voir qu'il est inévitable, son apparition est inévitable, mais en même temps, sa présence est non désirée parce que ça crée des problèmes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'austenite résiduelle, ben, l'austenite, c'est la phase la plus molle possible de l'acier. Donc, c'est plus mou encore que la ferrite. Donc, ça contribue à diminuer la dureté de l'acier. Parce qu'il n'y a pas que de la martensite, il y a un certain pourcentage résiduel. Donc, on va perdre quelques duretés, quelques HRC avec la présence d'austenite résiduelle. Deuxième problème. Étant d'autre part un élément instable, oui, parce que l'austenite
elle est instable, elle n'est pas supposée être dans l'acier à une température ambiante, elle est à l'équilibre uniquement à très haute température. Donc, on devrait s'attendre à ce qu'elle puisse se transformer. À 20 degrés C, l'austenite n'est pas supposé exister. Et effectivement, même à l'ambiance, les atomes de carbone, il y a des atomes de carbone qui vont réussir, mais ça va leur prendre du temps, par exemple, mais qui vont réussir à se déloger de leur site dans la cubique face centrée de l'austenite. Et puis, ils vont être capables de diffuser très, très lentement, mais ils vont finir par réussir à faire les phases d'équilibre. Donc, en l'occurrence, la ferrite et la perlite. Et le problème avec ça, c'est que la ferrite, pour un même nombre d'atomes, la ferrite prend plus de volume que l'austenite. Ça, on l'avait déjà vu, ça, quand j'expliquais la semaine passée, quand je vous expliquais la raison des contraintes résiduelles dans l'acier trempé. Donc, il y a un changement de volume associé au changement de structure cristalline, hein. Il faut se rappeler que le fer est allotropique. Et la ferrite, euh, une masse de ferrite prend plus de volume qu'une même masse, donc un même nombre d'atomes d'austenite. Donc, ce qui arrive, c'est que tranquillement, à l'intérieur de la pièce, de l'intérieur, la ferrite apparaît progressivement et prend plus de volume. Et ça va créer de grandes contraintes à l'intérieur de la pièce. Et éventuellement, il va y avoir des fissures qui vont apparaître et probablement que la pièce va casser de manière instantanée, même sans supporter quelque contrainte que ce soit. Donc, il se passe à peu près la même affaire que pour les nids de poules sur les routes. Qu'est-ce qui crée les nids de poules au printemps lors du dégel? Ben, c'est que l'eau qui est déjà présente à l'automne à travers le gravier en dessous du pavé, ben, lors du gel, ben, cette eau-là gèle et pendant l'hiver, bien entendu, elle demeure gelée. Et lors du dégel, donc pendant que la glace se forme, l'eau se transforme en glace, ça prend du volume. Donc, la glace prend plus de volume qu'une même masse d'eau. Donc, lors du gel, la glace se forme, elle pousse le gravier autour, donc augmente l'espace, et lors du dégel, la glace retourne en eau, et là, elle se contracte, et et là, l'eau s'écoule, bien entendu, et l'espace que la glace a créé, ben maintenant, il n'y a plus rien. Donc, il y a de l'air, du vide, et là, c'est là que va s'affaisser la route à ces endroits-là. Donc, c'est l'équivalent qui va se passer lorsque l'austenite résiduelle finit par se transformer en phase d'équilibre avec le temps. Ben, la ferrite prend plus de volume et va provoquer des contraintes importantes qui vont presque assurément dépasser la résistance de la pièce de l'intérieur et les fissures vont apparaître de l'intérieur et la pièce va assurément casser. Donc, ça entraîne une instabilité dimensionnelle gênante de la pièce. Donc, problème de dilatation. Les pièces minces, elles, vont être plus portées à se déformer, tandis que les pièces massives, ben, il peut y avoir rupture. Donc, vous comprenez maintenant que l'austenite résiduelle, ben, c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Euh, il faut comprendre aussi que la quantité d'austenite résiduelle va dépendre de certains facteurs. J'ai déjà parlé du premier. Plus les aciers contiennent de carbone, plus lors d'une trempe, il y aura d'austenite résiduelle. D'autres facteurs influencent aussi. L'augmentation de la taille des grains. Lorsque les grains sont gros, il y aura plus d'austenite résiduelle que lorsque les grains sont plus petits. Donc, la taille des grains en traitement thermique, ça influence beaucoup de choses. On sait que les grains, lorsque les métaux sont très chauds, les grains ils se fusionnent ensemble, donc le nombre de grains diminue, donc la taille des grains augmente. Si une pièce en acier chauffe trop ou demeure trop longtemps dans le four, ben, on risque de se retrouver avec des grains trop gros lors de la trempe. Et ça crée différents problèmes, comme celui d'augmenter la teneur en austenite résiduelle. Et la raison fondamentale de ça, c'est que la martensite a besoin de joints de grains. Elle se forme à partir des joints de grains.
Et lorsque les grains, leur taille augmente, il y a donc moins de joints de grains. Donc, c'est d'autant plus difficile à la martensite de se former. On risque donc d'avoir plus d'osténite résiduelle, donc plus de zones où la martensite n'a pas été capable d'apparaître dû au manque de joints de grains, donc plus d'osténite. Autre facteur, l'augmentation de la température d'osténisation. Ben, ça vient en lien avec la taille des grains. Je venais d'expliquer que si on se retrouve avec des grains très gros lorsqu'on sort la pièce du four pour faire la trempe, dû à un chauffage trop important, dû à un temps de maintien au four trop important, ben, on va créer plus de synthèse résiduelle. Et le dernier facteur, ben, c'est l'augmentation de la vitesse du refroidissement. Ben, plus le refroidissement est rapide, plus, bon, c'est certain qu'on va créer plus de martensite si euh, autrement dit, je vais vous donner, je vais vous ramener un graphique pour aider à comprendre ce principe-là. Donc, vous voyez les deux courbes de refroidissement les plus rapides. Dans les deux cas, on évite le nez de la courbe. Donc, dans les deux cas, on ne fait pas de phase d'équilibre ferrite-perlite. Ça, c'est clair. Par contre, dans les deux cas, euh, on, on- on forme de la martensite, mais on pourrait s'attendre à ce que le refroidissement rapide puisse créer plus d'osténite résiduelle un peu que le refroidissement moins rapide. Donc ça, c'est le dernier facteur qui influence la présence d'osténite résiduelle. Et là, je vous ai dit que c'était un problème. Et au problème, il y a des solutions. C'est le cas encore ici. Donc, comment fait-on pour se débarrasser de l'osténite résiduelle afin d'éviter les problèmes que j'ai mentionnés plus tôt? Ben, il existe la trempe par le froid. Donc, entre parenthèses, sous zéro, c'est-à-dire, bien entendu, sous 0 degré C. Le traitement par le froid a pour objet de transformer l'osténite résiduelle des aciers trempés en martensite. Donc là, ce que je vous annonce, c'est qu'il est possible d'avoir comme résultat final d'un acier 100% martensite. Mais ce que je vous ai dit, c'est que c'est pas possible d'avoir 100% martensite uniquement avec une trempe. Mais j'ai pas dit que c'était impossible d'avoir 100% martensite. C'est possible, mais il va falloir faire un autre traitement après la trempe. Donc, une autre trempe. Ce traitement s'applique aux pièces nécessitant une ténacité optimale, aux outils de coupe en acier rapide et aux pièces d'usure. Donc, pour des, pour des situations où là, vraiment, il faut vraiment aller chercher le maximum de dureté, donc, et puis aller chercher vraiment, là, empêcher la transformation d'osténite résiduelle en phase d'équilibre et éviter tous les problèmes que j'ai mentionnés, ben, on va pouvoir faire un traitement qui va nous permettre de ne pas avoir un certain retour à l'équilibre euh, qui peut gêner l'acier après la trempe. Donc, c'est surtout important pour les pièces dans lesquelles on veut une usure, une résistance à l'usure vraiment très importante, une ténacité optimale, c'est-à-dire maximum. Parce que les meilleurs résultats de ténacité, on les obtient après un revenu, mais à partir de 100% martensite. Je l'avais déjà montré dans une courbe d'un cours, euh, dans le cours de la semaine dernière. Donc, en quoi consiste le cycle thermique d'une trempe par le froid? Ben, vous allez voir que ça peut être très froid. La température maximum pour que ça réussisse, c'est moins 80 degrés C. Mais très souvent, on fait des trempes par le froid pour des températures avoisinant les moins 180. Donc, à moins 80, moins 90, moins 100, moins 110, on va utiliser de l'alcool éthylique, qui demeure liquide même à ces températures-là, ou du chlorure de méthyle. Mais à moins 180, des fois, ça arrive qu'on puisse même utiliser de l'azote liquide pour faire des trempes par le froid. Donc, on descend l'acier à très basse température. Et ça va vraiment forcer le sténite résiduel à se transformer en martensite. Donc, on va chercher littéralement là, le reste
de sténite le transformer en martensite. Le temps de maintien va varier selon la massivité de la pièce. Ça peut être de 1 à 3 heures. Et ensuite, ce qui est important, c'est que au bout du temps requis de maintien à basse température, la pièce doit être réchauffée lentement pour ne pas induire des contraintes mécaniques trop importantes et qui feraient en sorte que la pièce puisse casser lors d'un refroidissement trop rapide, dû à une différence de température trop importante qui crée une contrainte résiduelle dans le métal, comme on l'a vu. Donc, les contraintes résiduelles, non seulement peuvent se faire pendant un refroidissement, mais elles peuvent se faire aussi pendant un chauffage trop rapide. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est on va faire peut-être un petit survol de, des différents problèmes associés aux trempes des aciers avec des remèdes. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour vous parce que les trempes peuvent être ratées pour différentes raisons, bien souvent, et il existe toujours des solutions ou des sources. Il faut connaître la source d'un problème, bien entendu, pour appliquer la bonne solution. Donc, quel genre de défaut de trempe peut-on retrouver? La cause la plus importante, là, c'est insuffisance de dureté. Donc, autrement dit, on trempe un acier, puis on n'est pas capable d'avoir la dureté requise. Pourquoi? Donc, il y a différentes raisons pour une dureté trop basse. Température de traitement trop basse. Donc, on n'arrive pas à dissoudre tout le carbone et la dureté de la martensite dépend de la teneur en carbone dans la martensite qu'on a réussi à dissoudre, bien entendu, auparavant lors de l'étape de mise en solution dans l'austenite. Donc, une température trop basse pour un certain temps va faire en sorte que l'austenite n'aura pas réussi à dissoudre assez de carbone, donc on va faire une martensite pas assez dure. Donc, le remède, ben, c'est de recommencer le traitement et chauffer à la température correcte, bien entendu. Euh, des fois, on pense qu'on est à la bonne température, mais les thermocoupes sont défectueux ou le contrôleur de température, il est défectueux. Donc, ce qui est important de regarder, là, c'est de vérifier le dispositif de contrôle de température, puis aussi vérifier la bonne marge des thermocoupes dans le four. Il est arrivé très souvent dans l'histoire de l'industrie, là, dans différents secteurs comme l'aéronautique, qu'on se soit aperçu que des pièces n'avaient pas la résistance requise due à des défauts au niveau des équipements reliés au traitement thermique. Une autre cause possible, vitesse de refroidissement insuffisante. Donc, si, mettons, on trempe dans une eau trop chaude, dans une huile beaucoup trop chaude, bien entendu, la vitesse de refroidissement va être plus basse, on va avoir une dureté plus faible. Le bain de trop faible volume, si vous trempez une grosse pièce dans un petit bassin, puis que là, ça veut dire que là, l'eau va monter en température très rapidement parce que sa capacité d'absorption de chaleur, elle dépend aussi de la quantité d'eau par rapport au volume de la pièce. Donc, ça peut être une raison. On va donc avoir un refroidissement trop lent parce que l'eau devient très chaude très vite. Agitation insuffisante. On a vu tantôt la courbe, deux courbes que je vous ai montrées, là, où la vitesse de refroidissement peut varier beaucoup si on agite ou pas un milieu de trempe. Et les remèdes, ben, sont simples, hein, c'est de refroidir le bain de trempe. Donc, dans l'industrie, là, les bains de trempe, ils sont reliés très souvent à un système d'échangeur de chaleur. Donc, on peut assurer la température correcte du milieu de trempe en tout temps au fur et à mesure qu'on trempe des pièces une à la suite de l'autre. Augmenter le volume du bain en fonction de la taille des pièces et agiter plus vigoureusement, donc augmenter la vitesse des agitateurs si il s'avère que la faible dureté est due à une agitation insuffisante. Les pièces trop grosses, c'est peut-être un problème d'insuffisance de dureté parce on a bien vu que la massivité des pièces a une influence importante sur la vitesse de refroidissement au centre de ces pièces-là. Mais bien entendu, le traitement thermique, c'est pas lui qui décide de la taille ou de la forme d'une pièce, hein. Ce sont des facteurs imposés par l'assemblage. Donc, on n'adapte pas une pièce au traitement thermique. On adapte une pièce
en fonction du rôle auquel elle est destinée dans un assemblage mécanique. Donc, c'est au traitement thermique, c'est au paramètre de traitement thermique de s'ajuster à la pièce. Donc, il est bizarre de dire qu'une pièce est trop grosse. Donc, non, on ne modifiera pas, bien entendu, la grosseur de la pièce comme solution. Par contre, ce qu'on va devoir faire, c'est que là, on n'a pas le choix, comme je l'ai dit tantôt, si on n'est pas capable d'avoir une dureté suffisante au cœur des pièces massives, il faut envisager un autre alliage, donc un acier contenant plus d'éléments d'alliage qui vont augmenter la trempabilité. Donc, employer un acier de plus grande trempabilité, ce qui va entraîner des coûts supplémentaires, parce qu'en général, plus les aciers contiennent d'éléments d'alliage, plus ils sont dispendieux. Une autre cause possible, décarburation superficielle. Et là, ça concerne la dureté de surface. Donc, la dureté des aciers dépend, dans une première mesure, du taux de carbone qu'il contient. Et dans les fours conventionnels, ben, je l'ai déjà dit, euh, le carbone de l'acier à haute température, il réagit avec l'atmosphère. Donc, il réagit avec la vapeur d'eau, avec l'oxygène et avec la présence de CO2 aussi dans l'atmosphère. Donc, le carbone a tendance à quitter l'acier dans des atmosphères normales. Donc, si c'est le cas, ben, il faut corriger l'atmosphère du four. Donc, autrement dit, il faut envisager d'utiliser d'autres technologies de four qui vont générer des atmosphères spéciales pour empêcher la décarburation. Si on fait des trempes étagées dans des sels, mais on va modifier la nature du sel. Ça peut être aussi, là c'est certain que nous, ce qu'on avait fait dans le cadre de la journée laboratoire, on avait plaqué, on avait fait un petit dépôt de cuivre pour empêcher la décarburation. Ça peut être une solution dans l'industrie pour de petites pièces. Ils vont faire exactement ce qu'on a fait en laboratoire. Ils vont immerger des pièces dans le sulfate de cuivre pour faire une couche de protection. Donc ça, c'est une autre solution. Décarburation, ouais, ça c'est fait. Durée de maintien à température d'oxydation trop faible. Donc, c- pour la même raison qu'une température trop basse peut causer une insuffisance de dureté, si le temps est trop faible, mettons si vous mettez une pièce de 3 pouces de diamètre puis elle demeure seulement 20 minutes, c'est insuffisant. Donc, c'est 10 minutes par pouce d'épaisseur supplémentaire. Donc, on ne donne pas le temps au carbone de diffuser suffisamment. Donc, va avoir une austenite. On va se retrouver encore avec de la cémentite. Donc, le carbone ne sera pas entièrement dissous dans l'austenite. Donc, la martensite ne possédera pas assez de carbone. Donc, on va se retrouver avec un acier en insuffisance de dureté pour cette raison-là aussi. Il y a d'autres défauts aussi, hétérogénéité de la dureté, c'est-à-dire que la dureté n'est pas égale partout sur une surface. Donc, ça peut être dû par un refroidissement irrégulier. Donc, autrement dit, dans le bain de trempe, il y a des endroits qui refroidissent plus vite que d'autres à cause du fait qu'il y a des pièces qui sont en contact. Si vous avez plusieurs pièces qui trempent en même temps, peut-être que les pièces se touchent. À ces endroits-là, ben, le refroidissement va être moins rapide. Pièces recouvertes d'oxyde ou de calamine. Donc, au four, en atmosphère non protégée, il se forme de l'oxyde de fer, réaction du fer à haute température avec l'oxygène de l'air. Donc, il va se former de l'oxyde qu'on appelle de la calamine. Mais la calamine, c'est un isolant thermique. Euh, Ça fait donc en sorte que le refroidissement sous la surface contenant de la calamine, la dureté va être plus faible parce que la calamine agit comme une espèce de manteau isolant. Donc, on risque d'avoir une insuffisance de dureté aux endroits où il y a présence d'oxyde de fer. Donc, les remèdes, respectivement, pour ces deux causes-là, ben, c'est remuer énergiquement les pièces. Et puis, pour l'oxyde, la calamine, c'est décaper les pièces avant le chauffage. Donc, s'il y a calamine avant. Bien entendu, si on trempe avant, si on chauffe dans des atmosphères non contrôlées, on va se retrouver encore avec une présence de calamine après le chauffage. Autre cause due à des différences de dureté sur une surface d'une pièce, importante variation d'épaisseur des pièces. Donc, si vous avez une pièce qui a des parties minces avec des parties beaucoup plus épaisses, bien entendu,
Vous allez avoir, si l'acier est pas si l'alliage, si l'acier possède une trempabilité insuffisante, ben, vous allez avoir des duretés plus faibles en surface des parties massives, des duretés plus élevées sur la surface des parties plus minces, parce que le refroidissement est plus rapide sur les parties minces et plus lent sur les parties épaisses. Euh, Bain de refroidissement pas assez énergique, donc ça aussi, ça va contribuer à avoir des différences de dureté entre les parties minces et épaisses. Chauffage insuffisant, donc température d'oxydation trop basse ou durée de maintien à cette température trop courte. Donc la partie mince, elle, le temps requis va être plus court que les parties épaisses. Donc, si vous mettez un temps de mise en solution qui est insuffisant, ben, elle peut être suffisant pour la partie mince, mais insuffisant pour la partie épaisse. Donc, il va y avoir une différence de dureté due au temps de mise en solution insuffisant aussi. Et les remèdes, ben, utiliser un fluide de trempe plus réfrigérant ou employer un acier de plus grande trempabilité, corriger les conditions de chauffage, température de station plus élevée, temps de chauffage plus important. Autre défaut, déformation et tapure de trempe. Donc, ce sont les défauts les plus importants en traitement thermique, particulièrement les tapures de trempe. Les déformations, on va les voir sur des pièces plus minces, tandis que les pièces plus massives, le problème va être le problème plus courant va être des tapures de trempe. Donc, des tapures de trempe, je rappelle, c'est quoi? C'est des fissures, on en a parlé dans un cours précédent, qui apparaissent dues au choc thermique lors de la trempe. Et plus les pièces sont massives, plus l'acier contient du carbone, euh, plus le milieu de trempe est sévère, plus les conditions de trempe sont sévères, plus il y a de chances que ce fâcheux événement-là se produise. Et cet événement-là est d'autant plus problématique que lorsque des fissures apparaissent soit à l'intérieur de la pièce, soit en surface, tout dépendant de la trempabilité de l'acier, ben, la pièce, elle n'est plus utilisable. Donc, ça, c'est le genre de problème qui ne se répare pas. Donc, lorsqu'on rate un traitement thermique et que la conséquence est une tapure de trempe, c'est une perte d'argent, d'énergie énorme parce qu'il faut recommencer le processus de fabrication de la pièce à partir de la fonderie. Donc, c'est la pire erreur de faire en traitement thermique, c'est d'utiliser les mauvaises conditions de trempe qui provoquent une tapure de trempe. Et quelles sont les causes? Température d'oxydation trop élevée. Lorsque la température de mise en solution est trop élevée, les grains grossissent beaucoup et au terme du refroidissement, les grains des métaux, lorsqu'ils sont trop gros, le- les métaux sont plus fragiles. Les fissures ont plus de chances de se propager. Et aussi, lorsque vous refroidissez à partir d'une plus haute température, vous créez un gradient thermique encore plus grand entre la surface et le centre, et le choc thermique, la contrainte résiduelle est encore plus importante. Donc, on a une contrainte résiduelle encore plus importante dans des grains plus gros. Donc là, vous augmentez grandement les chances qu'il y ait fissuration lors du refroidissement, lors de la trempe, donc tapure de trempe. Donc il est extrêmement important de ne pas surchauffer l'acier, de ne pas utiliser de température plus élevée que ce qui est recommandé dans la littérature en vertu de l'alliage. Donc le remède, bien entendu, utiliser la bonne température. Un refroidissement trop rapide que nécessaire, ça aussi, ça cause des milieux de trempe. Par exemple, si vous avez du 43-40, des aciers micro-alliés se trempent à l'huile. Bien entendu, si on les plonge dans l'eau, ils vont aussi tremper parce que le refroidissement est plus rapide à l'eau. Donc, si l'acier trempe à l'huile, il va tremper à l'eau. Sauf que ce qui risque d'arriver, c'est que vous augmentez les chances de tapure de trempe pour ces aciers-là. Ils ne requièrent pas de refroidissement aussi important. Donc, vous augmentez le gradient thermique. Et d'autant plus que la martensite, elle va apparaître assez rapidement au centre. Donc, on vous augmenter le gradient thermique, on risque de voir apparaître des tapures de trempe si on utilise des conditions de trempe trop sévères en vertu de l'alliage et de la taille de l'acier. Donc, on va utiliser un fluide de refroidissement moins efficace. Ça pourrait être aussi de ne pas faire d'agitation. On pourrait aussi augmenter la température du milieu de trempe. Donc, il y a différentes façons de rendre une trempe moins sévère. Refroidissement irrégulier.
Donc, ça aussi, ça peut causer des tapures de trempe. Euh, donc, le remède, ça va être d'agiter les pièces de façon énergique dans le bain. Chauffage régulier ou trop rapide, oui, ça aussi, ça peut créer des contraintes dans la pièce lors du chauffage et favoriser les tapures de trempe lors de la trempe. Donc, il ne faut pas trop chauffer rapidement pour ne pas créer de fissures dans la pièce lors du chauffage, des fissures qui pourraient créer une tapure de trempe lors de la trempe qui vient par la suite. Bon, ben maintenant, je crois que ça complète pour la capsule, la deuxième capsule du cours de planification de traitement thermique du 4 novembre.